BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Deux invités ce soir à 5 jours du premier tour de l'élection législative, car il y a beaucoup de questions sur la table. La question d'abord constitutionnelle, pour savoir, par exemple, est-ce que session extraordinaire est obligatoire? En fait, pas du tout. Quelles sont les conditions pour cette session extraordinaire? Le budget 2025, est-ce qu'on pourra le voter ou pas? Qu'est-ce qui se passera? 49.3, mais quid ensuite? Et puis aussi d'autres questions. Tiens, par exemple, si le président démissionne, on en parlera avec Anne-Charlène Bézina, constitutionnaliste, qui est déjà avec nous. Bonsoir, Anne-Charlène. Bonsoir, Edwige. Merci d'être avec nous. En face de vous, François Ekal. François Ekal, il est président de FIPECO, c'est le meilleur teneur des écritures, des comptes publics. Bonsoir, François. Bonsoir. Merci d'être là. Pour vous, les questions, elles sont un peu évidentes. J'imagine que vous avez écouté d'abord le grand oral que j'ai fait passer aux différents candidats sur le programme économique devant le MEDEF. Et surtout, depuis vendredi, il y a eu la présentation chiffrée. Alors, il y a tous les économistes qui sont là pour justifier toutes ces dépenses ou ces chocs fiscaux. Mais en fait, bien sûr, il y a des recettes. Hier, c'était le Front National, le Rassemblement National. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur, François Ekal? Est-ce que vous êtes rassuré? Non, je ne suis pas rassuré. Vous avez entendu. Je ne suis pas du tout rassuré. Si je m'en tiens aux finances publiques, parce qu'on peut ne pas être rassuré pour des tas d'autres raisons. Voilà. Non, on parle pas de politique, on parle de finances publiques et de constitution. Voilà, donc ce que je constate, c'est qu'il y a en effet, surtout du côté du nouveau Front populaire et du Rassemblement national, plein de dépenses publiques difficiles à chiffrer, donc avec des chiffrages, voilà, on a beaucoup de chiffrages. Donc vous ne croyez pas les chiffrages? La seule certitude, c'est que même si on tient compte des économies qui sont annoncées, ou des hausses d'impôts d'ailleurs, souvent des hausses d'impôts, on a devant nous une aggravation du déficit public de quelques dizaines de milliards d'euros. Bon. Du côté du centre, partie du centre, c'est quand même beaucoup plus raisonnable, mais en revanche, ce qu'on oublie du côté du centre, c'est de faire des économies. Oui. Il n'est plus du tout question de faire des économies. Oui. Et donc moi j'ai fait un petit calcul très simple, qui consiste à dire, dans l'hypothèse la meilleure dans ce scénario, c'est que les dépenses nouvelles soient quand même financées par des économies, mais qu'on ne fasse rien de plus. Voilà, pas d'économie, pas d'économie. Et donc dans ces conditions-là, le déficit public actuel, il peut diminuer un tout petit peu, mais très peu, avec des hypothèses macro un peu optimistes aussi. Le résultat, c'est qu'on a une dette publique en 2030 qui est automatiquement supérieure à 120% du PIB. Voilà. Donc la dette publique augmente inévitablement, et quand je dis 120% du PIB, je suis sûr qu'elle sera au-dessus. Je pense qu'elle sera très nettement au-dessus. On va vers les niveaux italiens, alors, en fait. Oui, d'accord. Bruno Le Maire a dit qu'il y a un risque, si éventuellement les deux extrêmes l'emportent, il y a un risque de mise sous tutelle du FMI. Là, on agite le chiffon rouge, vous y croyez pas? Alors, c'est pas le FMI. On est en Europe, donc ça sera pas le FMI. Le risque, en effet, c'est que les marchés, voyant ce dérapage de la dette publique, se mettent tout d'un coup à s'inquiéter, donc demandent des taux d'intérêt beaucoup plus élevés. Et à ce moment-là, la grande question, c'est pas que va faire le FMI, c'est que fait la BCE. On peut avoir les deux, si je peux me permettre. Là, c'est la Grèce, elle fait les deux. La Grèce, elle fait les deux, François Ekal. Oui, mais parce qu'on avait créé avant, maintenant, il y a une espèce de FMI européen, et la BCE a les moyens d'intervenir aujourd'hui. Et c'est ça, la raison pour laquelle je pense que les marchés ne s'inquiètent pas trop pour le moment, en dehors du fait qu'ils ne savent pas ce qui va se passer exactement, donc ils attendent. Mais ils savent que la BCE a les moyens juridiques et financiers pour intervenir, acheter en quantité illimitée les titres d'un État en difficulté. Le problème, c'est qu'elle ne peut le faire que sous certaines conditions. Il y a deux conditions. La première, c'est qu'on respecte les règles budgétaires européennes, et la deuxième, c'est qu'on ait un endettement public soutenable, comme disent les économistes. Ça veut dire à peu près la même chose que respecter les règles. Ça veut dire quand même donc faire des efforts de redressement des comptes publics. Colossaux, parce que pour l'instant, on ne respecte aucune règle. On ne fait aucune. Alors, donc dans ces conditions-là, si les marchés s'inquiètent, le premier scénario, c'est la BCE intervient quand même. Ce qui s'est passé au Royaume-Uni il y a moins de 2 ans, la Banque d'Angleterre est intervenue, fait discrètement comprendre au gouvernement en question qu'il faudrait quand même changer de politique économique, on change radicalement de politique économique.
L'autre hypothèse, c'est le gouvernement en question, qu'il soit à gauche ou à droite, ne veut rien entendre et dit à la BCE, mais de toute façon, vous nous soutiendrez toujours parce que nous sommes too big to fail. Ouais. Vous ne nous lâcherez jamais parce que si vous lâchez la France, c'est la zone euro qui explose. Mais je pense que les marchés ont ça en tête. C'est-à-dire qu'ils se disent que de toute façon, la BCE sera toujours là. C'est pour ça que moi, je pense que le scénario avec une dette à 120 ou 125 ou 130% du PIB, il n'est pas improbable. Et il se peut très bien qu'on arrive à ce niveau d'endettement sans qu'il ne se passe rien sur les marchés, simplement parce qu'ils savent que Madame Lagarde peut, a un fusil atomique dans la poche et qu'elle peut, elle peut intervenir massivement. Il y a un point qui met en avant beaucoup le Rassemblement national, c'est le fameux audit sur les comptes publics en disant on ne fera rien par la réforme des retraites avant. C'est l'audit, parce qu'on veut savoir ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a sous le tapis. Vous qui êtes ausculté, vous êtes un peu la terreur de Bercy, est-ce qu'il y en a beaucoup sous le tapis ? Alors, je termine juste. Le risque pour moi, à un horizon de très long terme, c'est même si la BCE intervient, etc., c'est un éclatement de la zone euro. C'est-à-dire qu'à très long terme, même si la BCE nous soutient et si on fait n'importe quoi, les autres pays ne l'accepteront pas. Donc un jour ou l'autre, il y aura un éclatement par la sortie d'un pays du Nord, pas un pays du Sud, parce qu'ils ont compris qu'ils étaient protégés par l'euro, mais la sortie d'un pays du Nord de la zone euro. Pour moi, l'histoire se terminera comme ça. Ah là, vous n'employez même pas le conditionnel. Hein. On est parti pour. Hein. C'est très grave. On est parti. Moi, je suis très très inquiet. Donc il y a un risque. Est parti. C'est pas le FMI que moi je vois. De la zone euro. Et après, ça sera le FMI, parce qu'une fois qu'on sera sorti de la zone euro, là, ça sera le FMI. Ouais. Et donc pour ce qui est de l'audit, je pense que il y a toujours eu des audits au moment des grandes alternances. Je les ai faits d'ailleurs moi-même. J'en ai fait 3 ou 4. Ce que montrent ces audits en général, c'est que les prévisions techniques du ministère des Finances sont plus pessimistes que les prévisions officielles. Ouais. Ceci dit, pour cette année, en fait, on n'aura pas beaucoup de surprises parce qu'on le sait déjà. Le rapporteur général de la Commission des Finances du Sénat a fait une enquête sur place à Bercy en mars dernier et il a obtenu ce que n'avaient jamais obtenu ses prédécesseurs jusque-là, c'est d'ailleurs toutes les prévisions internes de Bercy. Et donc, en fait, on sait à peu près de quoi il retourne pour 2024 et 2025. Donc il n'y aura pas vraiment de surprise. Après, l'audit des finances publiques, ça a toujours été utilisé aussi en termes de communication pour dire, vous voyez, mes prédécesseurs avaient caché des tas de choses horribles, etc. Donc je n'applique pas mon programme, je commence par un tour de vis parce qu'on nous avait caché des choses. Un chiffre, avant de passer la parole à Anne-Charlène Bézina, sur la dette Covid, en fait, sur les 1 000 milliards d'augmentation qui sont dus à Emmanuel Macron et Bruno Le Maire, il y a un tiers, grosso modo, qui est dû à la dette Covid ou moins. Il y a beaucoup moins. Moi, ce que j'ai dit... parce que les chiffres, il y a des batailles de chiffres entre Bruno Le Maire... À la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, c'est que, en fait... la dette a augmenté de, si je me souviens pas, c'est pas tout à fait 1000, c'est 950, quelque chose comme ça, depuis fin 2016. En fait, le problème, c'est que quand Emmanuel Macron a été élu en 2016, on n'est pas parti d'un déficit zéro. On est parti d'un déficit qui était déjà très très élevé. Et si on avait et ça c'est l'histoire de 50 ans de dérive des finances publiques. Si on avait simplement maintenu ce déficit pendant toute cette période, la dette aurait de toute façon augmenté de 650 milliards d'euros. Ah, d'accord. Plus de la moitié. Ah, oui. Et donc, en fait, le Covid en lui-même, c'est le montant des taux d'intérêt, les 650 milliards, enfin des remboursements, sur plusieurs années. Oui. Et donc le Covid, le quoi qu'il en coûte, etc., ça explique 10% de la hausse de la dette, mais pas tellement plus.